Donc, si on veut bien connaître les légumes du potager, la première chose qu'on devrait apprendre, c'est à quelle famille elles appartiennent. Comme je vous disais tantôt, quand on connaît la famille, on connaît déjà les informations de base qui vont avec la plante. Donc, on commence. Les familles, donc, comme je l'ai dit, les légumes du potager se classent par famille, les familles botaniques évidemment, et les plantes de même famille ont souvent des besoins semblables. Donc, première famille, les solanacées, la famille de la tomate. Généralement exigeantes en chaleur, en eau et en éléments nutritifs. Quelles plantes font partie de la famille des solanacées? Bien sûr, évidemment, les tomates. Je répète, un des objectifs du cours, c'est d'être capable d'identifier les plantes dans le jardin à l'œil, peu importe le stade de croissance. Donc, oui, c'est facile d'identifier un plant de tomate avec des tomates dedans, mais il faudrait être capable d'identifier simplement par le feuillage que c'est bel et bien un plant de tomate. Donc, le feuillage est assez caractéristique pour la tomate. Les fleurs, on les voit ici, c'est des fleurs jaunes, et le fruit, bien, très caractéristique et très connu, évidemment. Donc, premier membre de la famille des solanacées, les tomates. Les piments et les poivrons, toujours dans la même famille. La différence entre les piments et les poivrons sont doux. Donc, on appelle souvent les poivrons des piments doux. Donc, les poivrons sont doux, alors que les piments ont un goût beaucoup plus fort, beaucoup plus accentué. C'est ce qui distingue ces deux plantes-là. Pour le reste, le feuillage est souvent semblable. Le port de la plante est aussi assez semblable entre les piments et les poivrons. C'est des plantes qui ont des besoins semblables aussi. Je vous dirais peut-être, quand on les cultive dans le jardin, le piment, en général, est beaucoup plus productif et facile à cultiver. Le poivron est un petit peu plus capricieux. Mais c'est des plantes qui se ressemblent beaucoup au point de vue de la morphologie. Donc, tous les deux des plantes de la famille des solanacées. Donc, encore une fois, je répète, solanacées exigeantes en chaleur, en eau et en éléments nutritifs. L'aubergine fait aussi partie de la famille des solanacées. Feuillage complètement différent. Si on regarde le feuillage de l'aubergine, parce que souvent c'est un feuillage qui est très beau à mon avis, les feuilles qui sont légèrement ondulées, au lobe arrondi, et le fruit qui est très spectaculaire. Ce qui fait que des plantes font partie de la même famille, c'est pas à cause du fruit, c'est à cause de la fleur en général, l'organisation florale. Donc, on voit ici la fleur de l'aubergine qui est mauve, mais qui ressemble quand même beaucoup à la fleur de la tomate. Donc, si on regarde les sépales, les pétales et l'organisation florale, c'est quand même semblable. Il y a plusieurs sortes d'aubergines, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Toujours dans la famille des solanacées, les cerises de terre. Donc, ça aussi des plantes qui exigent de la chaleur, beaucoup. Et l'exception dans la famille des solanacées, puis je vous encourage à mettre la pomme de terre en parenthèse dans vos notes de cours à la page 35. Donc, l'exception de la famille des solanacées, c'est la pomme de terre. Exception pas parce que la fleur ne ressemble pas, c'est le même type de fleur que les autres solanacées. Ce qui distingue la pomme de terre des autres plantes de la famille des solanacées, c'est que c'est une plante qui est quand même assez tolérante au froid. Alors que tomates, poivrons, aubergines, tout ça, c'est très sensible au froid. Donc, pomme de terre, famille des solanacées. Ce qui est intéressant sur le dessin qui est ici, c'est qu'on voit un petit peu comment la pomme de terre se reproduit. Donc, une fois qu'on a buté le plant de pomme de terre, on voit que dans le sol, les pommes de terre, les tubercules se développent, même les racines. Et ça, ce qu'on voit ici, c'est la partie aérienne. Donc, le plant de tomate fait des fleurs, mais ce n'est pas très significatif. Dans le fond, on cultive évidemment la pomme de terre pour les tubercules. Deuxième famille, les cucurbitacées, la famille du concombre. Exigeantes en chaleur, en eau et en éléments nutritifs, même chose que les solanacées, c'est des plantes qui aiment la chaleur et qui sont gourmandes. Donc, dans la famille des cucurbitacées, on a bien sûr le concombre. Le concombre qui est une plante rampante, soit dit en passant, mais qu'on peut très bien faire grimper. Elle a des vrilles. Donc, il y a deux façons de cultiver le concombre dans un jardin, j'y reviendrai plus tard. On peut tout simplement le laisser courir au sol. L'inconvénient, si on le laisse courir au sol, c'est qu'il va prendre beaucoup de place. Il va être beaucoup plus sensible aux maladies. Le feuillage va rester humide plus longtemps. Donc, on a avantage dans des petits jardins à faire grimper le concombre pour améliorer la circulation d'air, diminuer le risque de maladies fongiques et de certains insectes qu'on va voir plus tard, et surtout pour prendre moins de place. Donc, concombre, toujours dans la famille des cucurbitacées, la courge, qui ressemble quand même, si on regarde le feuillage et la forme du plant, ça ressemble quand même aussi pas mal à des concombres. La même chose, la courge, on peut la faire grimper. La courgette, qu'on appelle aussi le zucchini, cette plante-là est différente des autres plantes de la famille des cucurbitacées dans le sens où elle est érigée. Ce n'est pas une plante qui est rampante, ce n'est pas une plante qui fait des vrilles, qui peut grimper. Donc la courgette, si vous regardez ici, on le voit la forme du plant. Donc c'est toutes des tiges qui partent du même point,
Et la plante, elle prend évidemment beaucoup de place et il n'y a pas vraiment moyen de la tutorer ou de la faire grimper. Donc, c'est une plante qui est un petit peu plus encombrante dans le jardin. Mais comme je l'ai dit, dans le top 10 des meilleurs légumes, c'est une plante qui est très productive. Donc, courgette, la même chose. Plante exigeante en chaleur, en eau et en éléments nutritifs. Et ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que les plantes de même famille sont souvent sensibles aussi aux mêmes insectes et aux mêmes maladies. La famille des cucurbitacées est très sensible à l'oïdium, qu'on appelle le blanc. On le voit très bien ici, là. Quand on est rendu en deuxième moitié de saison, souvent les maladies fongiques commencent à apparaître sur les feuilles de concombre, particulièrement l'oïdium. J'ai dit des concombres, mais pour toute la famille des cucurbitacées. Le melon, toujours dans la famille des cucurbitacées. Si vous regardez les fleurs de melon, ça ressemble beaucoup à une fleur de concombre. Donc, encore une fois, la même organisation florale. Le melon est une plante rampante aussi, qu'on peut faire grimper pour sauver de l'espace. Le melon est difficilement cultivable au Québec, parce que l'été est très court, mais il y a différentes techniques, on va en parler un petit peu plus tard, qui vont permettre quand même de récolter quelques melons dans le jardin. Troisième famille, les brassicacées, la famille du chou. Ça, c'est des plantes qui sont résistantes au froid. Contrairement aux deux premières familles, solanacées et cucurbitacées qui aiment la chaleur, les brassicacées tolèrent le froid, puis à la limite, même, je vous dirais qu'elles aiment le froid. C'est par contre des plantes qui sont exigeantes en eau et en éléments nutritifs. Pour se simplifier la vie, je vous dirais, les plantes exigeantes en eau et en éléments nutritifs, c'est généralement les plantes qui se développent beaucoup dans le jardin. Alors, un plant de chou, un plant de brocoli, un plant de chou de Bruxelles, c'est des plantes qui sont quand même relativement imposantes et donc relativement gourmandes. Mais, encore une fois, brassicacées, résistantes au froid. Donc, le chou, plusieurs types de choux, on va en parler tantôt, on va donner des détails sur chaque légume. Donc, le chou rouge, chou vert, chou frisé, on va voir tantôt le chou frisé. Le chou-fleur, j'avais parlé un petit peu plus tôt que les plantes comme le brocoli ou le chou-fleur, ça ne donne pas nécessairement des récoltes très grosses. Le chou-fleur, ce n'est pas énorme. Mais si vous regardez la grosseur du plant, avec toutes les feuilles autour, c'est des plants qui prennent beaucoup de place dans le jardin. Donc, certains pourraient être portés à dire on peut très bien enlever des feuilles autour pour que ça prenne moins de place. Il ne faut pas oublier que les feuilles, c'est les panneaux solaires qui permettent à la plante de capter la lumière du soleil, de faire de l'énergie et de faire grossir, dans ce cas-ci, le chou-fleur. Donc, on ne devrait pas enlever de feuilles autour du chou-fleur ou du brocoli pour sauver de l'espace, parce qu'évidemment, notre plant va devenir moins productif. Et quand je dis résistance au froid pour les brassicacées, on voit très bien ici, le plant de chou-fleur est très beau, tout va bien, il n'y a rien qui est fané, et on voit la neige derrière ici. Donc, c'est des plantes qui tolèrent très bien le froid. Chou frisé, chou kale, ça aussi très tolérant au froid, relativement gourmand. Je donnerai des détails plus tard sur le chou frisé, mais je dis souvent c'est une bonne bête dans le jardin. C'est très, très facile à cultiver. On voit ici des choux sur lesquels on a des choux frisés sur lesquels on a déjà récolté. Donc, la façon qu'on travaille avec les choux frisés, il y a deux méthodes. On peut très bien semer ou planter et tout arracher à l'automne, mais on peut aussi cueillir au fur et à mesure des besoins en enlevant les feuilles du bas, toujours en gardant la tête. Donc, on enlève les feuilles du bas et le plant va continuer de se développer en faisant continuellement des nouvelles feuilles vers le haut. À la fin, ça fait des plants qui sont un petit peu dégarnis dans le bas, mais à la limite, ça a quasiment l'air des palmiers. Chou de Bruxelles, toujours dans la famille du chou, toujours des plantes tolérantes au froid. Le chou de Bruxelles, ça c'est le porc une fois qu'on a enlevé les feuilles, mais pendant la saison, ça ressemble plus à ça. Donc, vous avez la tige principale, vous avez les pétioles ici avec les feuilles, et à l'aisselle des feuilles, les bourgeons apicots, dans le fond, c'est ça les choux de Bruxelles. Donc, on laisse pousser la plante pendant tout l'été. En fin de saison, souvent, on va dégarnir le bas des plants. Ici, ils ont dégarni un petit peu plus. On va garder les feuilles dans le haut et on laisse grossir les pommettes jusqu'à la récolte. Le brocoli. Donc, je disais tantôt, le brocoli, un peu comme le chou-fleur va faire beaucoup de feuilles autour des brocolis. C'est une hampe florale, évidemment. Le brocoli, on doit le cueillir avant que les boutons floraux ouvrent. Et si on est parti en vacances, on a oublié un brocoli dans le jardin qui arrive près de la maturité, ce qu'on va observer au retour des vacances, c'est ça. Donc, une belle inflorescence jaune, mais avec rien à manger parce que les fleurs ont ouvert. C'est plus comestible. À partir du moment où les fleurs commencent à ouvrir, le brocoli n'est plus vraiment comestible, il change de goût.
Il y a deux façons de travailler avec le brocoli dans le jardin. On peut très bien laisser pousser le brocoli et tout arracher pour le cueillir, donc se débarrasser du plant au complet. L'autre méthode consiste à couper le bouquet principal. Et si on coupe le bouquet principal ici dans le haut, ce qui va se produire, c'est qu'il y a un paquet de bouquets latéraux qui vont se mettre à sortir et on va cueillir un paquet de petites têtes de brocoli par la suite. La deuxième récolte va toujours être moins productive que la première, mais si vous ne savez pas quoi faire de l'espace libre dans votre jardin, vous pouvez très bien laisser le plant en place, tout simplement couper la tête et récolter une deuxième fois des petites têtes de brocoli. Donc, deux récoltes possibles avec le même plant de brocoli. Toujours dans la famille des brassicacées, la roquette. Vous avez remarqué, la famille des brassicacées, c'est généralement des goûts relativement prononcés. C'est du sulforaphane, si je ne me trompe pas, la substance, qui est une substance anticancérigène. Donc, ça donne de l'amertume à ces plantes-là. La plupart des plantes de la famille des brassicacées ont un goût fort. La roquette, entre autres, il y a un goût de noisette, mais en même temps, il y a un goût un petit peu intense dans la roquette. Donc, c'est la présence de ces substances-là qui sont anticancérigènes, qui sont donc très bonnes pour nous, mais qui ont un goût prononcé qui fait que des fois, les enfants n'apprécient pas particulièrement. Donc, roquette, aussi la famille des brassicacées. Le navet, qu'on appelle aussi le rabiole. Je sais, les gens sont habitués de voir le navet, le rutabaga, identifié comme un navet. Le vrai navet, c'est celui-là. Je vais vous faire la distinction tantôt avec le rutabaga. Donc, navet ou rabiole, c'est comme une espèce de gros radis. Le radis, parler des radis plus tard, c'est une plante très intéressante à cultiver dans le jardin, comme j'ai déjà dit, parce que ça produit très rapidement. Et toujours dans la famille des brassicacées, le rutabaga, qui malheureusement est souvent identifié dans l'épicerie comme un navet. Donc, rutabaga, la couleur n'est pas du tout la même, la grosseur non plus. Le rutabaga est beaucoup plus gros que le navet. Et normalement, il y a une teinte de beige et de mauve et des teintes un petit peu ternes, alors que le navet a des couleurs un petit peu plus vives. Donc, le rutabaga est aussi une plante de la famille des brassicacées. Et là, je vous invite la même chose dans vos notes de cours, à la page 35, de mettre entre parenthèses navet, radis et rutabaga. Parce que la famille des brassicacées, c'est des plantes exigeantes en eau et en éléments nutritifs, mais les trois plantes que je viens de vous nommer, qui sont des brassicacées racines, ne sont pas gourmandes. Donc, toutes les plantes de la famille des brassicacées sont exigeantes, sauf les racines, c'est-à-dire navet, radis et rutabaga. Quatrième famille, beaucoup moins importante, la famille des poacées. Je ne dis pas importante en général, mais pour nous, dans les potagers, la seule poacée qu'on cultive, c'est le maïs. Et encore là, on fait rarement un champ de maïs dans un potager personnel. Généralement, on va cultiver un ou deux plants pour donner un petit peu de volume dans le jardin et à la limite pour cueillir quelques épis de maïs. Ce n'est pas des plantes très intéressantes à cultiver dans un jardin potager de petite dimension. Donc, c'est exigeant en chaleur, en eau et en éléments nutritifs, le maïs. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Puis, je vais donner quelques détails un peu plus tard sur le maïs. Donc, famille plus ou moins importante. Juste avant de continuer, je rappelle les trois familles gourmandes les plus importantes. Solanacées, cucurbitacées et brassicacées. Donc ça, c'est nos trois familles de plantes qui sont quand même importantes dans le potager et qui sont particulièrement gourmandes.